Bonjour. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser car je vais faire mon intervention en français. J'ai un peu honte, mais si je la faisais en espagnol, je pense que vous ne comprendriez rien du tout. Alors, merci d'abord à Mextropoli et à Miguel Agria de m'avoir invité. Je suis très heureuse de vous parler un peu de Bordeaux. Je ne vais pas vous montrer d'images tout de suite et je ne vais pas vous parler d'architecture, donc ça va vous changer un peu. Je vais essayer de vous parler de ce que j'appelle les clignotants de la ville. Alors quand je dis clignotants, je veux parler des signaux qui s'allument, des petites lumières qui s'allument dans les grandes villes européennes et qui nous disent qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de changer, notamment dans les usages. Alors, avant de vous parler de Bordeaux, je vais vous parler rapidement d'une étude qui a été menée par 2 think tanks français sur différentes métropoles européennes, des villes italiennes, anglaises, allemandes et françaises. Et le but de cette étude était d'essayer de pointer tous les usages émergents dans les métropoles européennes, tout ce qui arrive et qui n'existait pas finalement il y a 20 ou 30 ans. Alors très rapidement, qu'est-ce qui apparaît dans cette étude? Première chose, c'est pas très bon signe, plus de 50% des habitants des grandes métropoles européennes ont envie de vivre ailleurs. Alors ailleurs, ça veut dire vivre dans des villes beaucoup moins ou des espaces beaucoup moins urbanisés. Alors évidemment, quand on est dans le centre de Paris ou dans le centre de Londres, le pourcentage est beaucoup plus élevé que lorsqu'on est dans le centre de Bordeaux ou dans le centre de Bordeaux, parce que Bordeaux est la plus belle ville de France. Il n'y a que 35% des Bordelais qui voudraient vivre à la campagne. Ça, c'est le premier élément qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors ensuite apparaissent une série d'usages nouveaux. Alors, en matière de travail, par exemple, ce que privilégient aujourd'hui les habitants, c'est le télétravail, mais pas forcément le télétravail chez eux. C'est quelquefois le télétravail, mais à 100, 200 ou 300 mètres de leur domicile. C'est évidemment tous les espaces de coworking, et il se met à y en avoir énormément en France en tout cas. Et donc l'idée qu'aller travailler tous les matins dans un bureau, évidemment là je parle des gens qui travaillent dans des bureaux, aller travailler tous les matins dans un bureau est une façon de voir l'existence qui n'est plus du tout majoritaire. S'agissant des déplacements, ce qui est privilégié par les habitants, on s'en doute, il n'y a rien vraiment de nouveau, ce sont bien sûr les transports en commun. C'est bien entendu tous les modes doux, notamment le développement du vélo. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de vélos à Mexico. Il y en a moins qu'à Bordeaux ou qu'à Paris, mais je vois que ça se développe ici aussi. Et puis un grand appétit, un grand vers tout ce qui est nouvelle façon de se déplacer de façon collective ou individuelle. Alors évidemment, individuel, c'est le covoiturage. On apprend à partager une voiture, on apprend à prendre une voiture électrique dans Paris, par exemple, ou dans Bordeaux. C'est aussi tout ce que les gens imaginent qu'apportera un jour la voiture à hydrogène, la voiture électrique, et puis un très grand intérêt pour l'apparition des navettes autonomes. Vous savez qu'en France, il en circule une à Paris, une à Lyon, une à Nice, bientôt, j'espère, une à Bordeaux. Et donc, il y a un très grand nombre de personnes qui considèrent que, j'en reparlerai tout à l'heure, l'avenir des transports va sans doute passer, des transports en commun va sans doute passer par le développement des navettes électriques. Alors, s'agissant de la démocratie participative, ce qui sort de cette étude, c'est que ce ne sont pas des très bons chiffres, ce sont même des chiffres très mauvais, que 75% des personnes interrogées considèrent qu'ils ne sont pas assez associés aux grandes décisions qui concernent l'aménagement de leur ville et que pratiquement autant de personnes souhaiteraient un budget participatif. Le budget participatif, ça veut dire en France que la collectivité, la mairie par exemple, va voter un budget et que les citoyens vont décider, dans certaines limites bien sûr, ce qu'ils souhaitent faire avec ce budget. Alors, deux dernières choses encore. Accueil des réfugiés, c'est un problème évidemment majeur en Europe, notamment les réfugiés politiques, mais aussi bientôt les réfugiés climatiques. Là, 50% des habitants sont relativement réticents pour accueillir des réfugiés, mais plus on s'approche des centres-villes et plus les réactions des habitants des centres-villes répondent à une acceptation du fait que la ville est un espace multiculturel et que l'accueil des réfugiés est quelque chose de relativement naturel.
Alors, ce qui est plébiscité par absolument toutes les personnes sondées, c'est l'idée que la ville manque d'espaces verts et que tout ce qui concerne l'agriculture urbaine, les jardins partagés, etc., ça semble être ce qui manque le plus aux habitants des grandes métropoles. Alors, comment maintenant vais-je lier ça à Bordeaux? Alors Bordeaux, très rapidement, je vous montrerai les images tout à l'heure. Bordeaux, très rapidement, il y a 20 ans, c'était une ville. Vous voyez où est Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Très beau climat, tout est parfait, très beau patrimoine. C'était une ville qui avait perdu 100 000 habitants, c'est-à-dire le tiers de sa population. C'était une ville qui était surendettée, donc qui n'avait absolument plus les moyens de faire de grands investissements. C'était une ville qui était asphyxiée par les voitures, parce que depuis 30 ans, tout était fait pour les voitures. C'était une ville dans laquelle il n'y avait plus d'investissement privé. Et c'était enfin une ville dans laquelle le patrimoine magnifique de Bordeaux était totalement laissé à l'abandon. Nous sommes une grande ville patrimoniale parce que nous sommes situés, comme vous le voyez, dans le sud-ouest de la France, et donc la ville a été protégée par les bombardements des dernières guerres, notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors 20 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de Bordeaux? Bordeaux a regagné 60 000 habitants et on aura regagné 100 000 en 2030. Bordeaux est à nouveau dans une situation financière saine. Bordeaux a réalisé 77 km de tramway en 20 ans et donc a réussi à vider son centre-ville de ses voitures. La qualité de l'air dans le centre de Bordeaux est meilleure que la qualité de l'air dans la périphérie de Bordeaux. Évidemment, les investissements privés sont revenus. Et depuis 2007, Bordeaux a été classé par l'UNESCO comme le plus grand ensemble urbain au monde. En fait, il y a 1800 hectares de la ville de Bordeaux qui sont classés au patrimoine mondial. L'effet, évidemment, c'est que le nombre de touristes à Bordeaux a été multiplié par 5. Nous avions 1,5 million de touristes en 2000 et nous avons presque 8 millions de touristes en 2017. Alors évidemment, la transformation de Bordeaux fait que la ville a été surmédiatisée. Donc on s'est mis à parler de Bordeaux dans l'Europe entière. Et du coup, on voit apparaître des petits clignotants qui sont les revers de la médaille. Alors les petits clignotants, alors finalement il y a des clignotants qui sont les mêmes que ceux de Mexico, même si vous êtes une ville 50 fois plus grande que Bordeaux. Le premier clignotant, c'est que Bordeaux est devenu une ville chère et donc se loger est devenu difficile. Les prix des logements ont été à peu près multipliés par 4 à Bordeaux en 20 ans. Le deuxième clignotant, c'est que les déplacements en voiture dans la périphérie de Bordeaux, pour ceux qui habitent loin de Bordeaux, parce que les logements sont chers dans Bordeaux et qui veulent venir travailler et qui ne peuvent pas prendre les transports en commun, les déplacements en voiture sont devenus difficiles. Moins difficiles qu'à Mexico, mais on est une plus petite ville, donc 1 heure de déplacement le matin et 1 heure le soir, c'est considéré par les habitants comme insupportable. Troisième clignotant, il y a des projets immobiliers partout puisque la ville se développe et il y a de plus en plus de recours contentieux contre ces projets immobiliers. Il y a de plus en plus d'habitants et de citoyens qui ne veulent pas entendre parler de la densité, qui ne veulent pas avoir de voisins et qui donc se réunissent et forment des recours pour empêcher les projets immobiliers d'avoir lieu. Et puis, 2 autres petits clignotants. Alors un qui est plus étonnant, c'est que la multiplication des touristes fait que, pas tout à fait comme à Barcelone, mais on voit un petit mouvement qui se lève en disant les touristes sont responsables de l'augmentation des prix des logements à cause du développement de Airbnb, qui est très 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 important à Bordeaux. Et puis les touristes, en fait, contribuent au fait que la ville est plus chère et donc ils finissent par rendre notre qualité de vie moins remarquable. Et puis après, le dernier clignotant, c'est pas vraiment un clignotant, c'est que Bordeaux a obtenu une foison de labels absolument extraordinaire depuis 10 ans. Nous sommes la ville, nous avons des labels pour tout, pour tout. Nous avons même les meilleurs restaurants de France, mais ça, c'est pas vrai. Nous, on a quand même un label qui dit ça. Je pense que trop de labels peut également devenir un handicap pour la ville de Bordeaux. Alors, l'exercice maintenant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on projette pour l'avenir? Comment fait-on pour prendre en compte ces petits clignotants, même s'ils ne sont pas encore très forts? Et comment fait-on pour penser la ville à horizon 2050, mais également à horizon 2030? Alors, avant de vous en parler rapidement, 3 petites règles. Je vais vous parler de Bordeaux, mais je pense que ce que je vais vous dire s'applique à d'autres villes, évidemment françaises, et beaucoup d'autres villes européennes. Première règle,
Nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons, quand nous pensons la ville, nous devons la penser en termes d'usage, en termes de services, beaucoup plus qu'en termes de propriété. Alors vous le savez tous, hein, c'est la société collaborative, c'est le développement d'Uber, c'est le logement de la copropriété, du copartage, etc. Donc la question de l'usage l'emporte sur la propriété. Deuxième règle, il faut absolument casser les silos. Il faut absolument que nous cessions de penser que si je suis spécialiste en matière de déplacement, je ne m'intéresse qu'au déplacement. Si je suis spécialiste en matière de logement, je ne m'intéresse qu'au logement. On n'y arrivera que si on pense globalement l'emploi, le logement, les déplacements. Ça, c'est la première règle. Mais en même temps, cette règle, elle est globale, mais il faut être en permanence ancré dans le contexte de la ville. Il n'y a pas deux villes identiques, il n'y a pas deux quartiers identiques. Donc il faut avoir comme règle également que tout ce qui se construit doit être adapté au contexte culturel, au contexte économique, social, mais même au contexte géographique, évidemment. Donc il y a une phrase qu'on aime bien à Bordeaux, et cette phrase c'est le site qui fait le projet, et c'est le projet qui fait la règle. Moi, je pense que nous aurons gagné le jour où la règle suivra systématiquement le projet. La règle qui précède le projet, en général, elle a comme résultat que le projet est moins bon parce que la règle a empêché le projet de s'épanouir au maximum. Donc, en même temps, il faut être global et en même temps, évidemment, il faut penser local. La troisième règle, c'est qu'il faut en permanence mixer les échelles de temps et les échelles d'espace. Les échelles de temps, bien sûr que notre objectif, à nous qui travaillons pour les villes, c'est de penser à horizon 2030, 2040, 2050, mais en même temps, si nous ne sommes pas capables d'apporter des réponses aux problèmes immédiats, nous allons être traités de rêveurs. Donc la formule que j'aime bien, c'est de dire il faut voir loin, mais en même temps il faut viser court. Donc en permanence, il faut faire le va-et-vient entre ce qui va se passer dans 30 ans, parce que dans 30 ans c'est quand même l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants, et ce qu'il faut qu'on amène tout de suite comme projet. Il faut que ces projets n'obèrent pas, ne perturbent pas en fait les grandes politiques publiques à élaborer avec un objectif à horizon 2050. Et puis après, les échelles spatiales, il faut évidemment qu'on pense aménagement du territoire et sans doute au-delà des limites de la ville. Et en même temps, il faut qu'on pense les circuits courts et la façon dont on peut aujourd'hui vivre sur un petit espace avec des petits kilomètres qui nous séparent de notre alimentation, de notre travail, etc. Alors si je reprends maintenant les items que j'ai évoqués tout à l'heure, comment on peut répondre à ces signaux, à ces clignotants de la ville? Alors, premier clignotant, les logements. Les logements sont trop chers. Donc, évidemment, la réponse est simple. Il faut faire des logements moins chers. Ça, je pense que dans le monde entier, tout le monde cherche à faire des logements moins chers. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire à Bordeaux, à court terme? Et puis après, je vous dirai ce qu'on essaie de faire à long terme. Ce qu'on essaie de faire à court terme, c'est de développer plusieurs pistes. Une des pistes, c'est d'essayer de faire des logements sans passer par les promoteurs privés. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'habitat coopératif ou l'habitat participatif. Alors c'est très fréquent en Suisse et en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a un collectif de citoyens qui se réunissent et eux-mêmes vont monter leur projet. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de passer par un promoteur et les prix des logements du coup sont plus bas que ceux du marché. Ensuite, on essaie de développer, évidemment, on n'est pas dans l'autoconstruction à Bordeaux, je pense que c'est très, très fréquent au Mexique, on n'est pas dans ce mode de faire. On essaie de développer, alors Aravena fait la même chose au Chili, ce qu'on appelle les volumes capables, c'est-à-dire vendre des logements qui ne sont pas terminés. Et donc les gens achètent des logements très en dessous du prix du marché et ils les terminent eux-mêmes. On essaie de développer aussi des systèmes de location-vente, c'est-à-dire que vous allez d'abord louer votre appartement et puis vous allez l'acheter au bout de 10 ans et vous l'achèterez au prix qu'il valait 10 ans avant. Donc vous allez le payer, là encore, en dessous des prix du marché. Et puis aujourd'hui, on est en train de réfléchir à l'idée que, au fond, pourquoi devrait-on être propriétaire de son logement pour l'éternité? C'est-à-dire, pourquoi nos enfants hériteraient-ils de notre logement? Donc on pense à des formules comme le logement à vie. Vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre logement, mais simplement pour le temps de votre vie. C'est-à-dire que vos enfants n'héritent pas. Mais du coup, c'est une forme de location et du coup, vous allez payer beaucoup moins cher votre logement. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les logements
soient moins chers. Pour que les logements soient moins chers, il faut aller construire, c'est bête, il faut aller construire dans des zones où les logements sont moins chers. Donc vous comprenez tout de suite que ça renvoie à une politique d'aménagement du territoire très différente, parce que on peut acheter un appartement loin de la ville, à 40 ou 50 km, mais ça n'a d'intérêt que si vous y avez un emploi, si vous y avez un système hospitalier, si vous y avez une université, etc. Donc à long terme, je suis absolument persuadée qu'il faut revoir les cartes d'aménagement du territoire, mais sans doute du monde entier. Les villes ne peuvent pas continuer à grossir de façon obèse, parce qu'à ce moment-là, on se prépare à une vie qui est tellement inéquitable en termes sociaux qu'on va sans doute vers une explosion. Alors ensuite, donc c'était le logement. Ensuite, le travail. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on fait? À court terme, effectivement, on essaie de développer. C'est un peu compliqué, mais les entreprises commencent à le comprendre, le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui acceptent aujourd'hui que 1 ou 2 jours par semaine, les salariés n'aillent pas travailler dans leur entreprise, mais travaillent ou chez eux ou à côté de chez eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « je ne peux pas travailler chez moi ». En revanche, s'ils avaient la capacité à avoir un bureau à 200 mètres de chez moi, j'irais. Du coup, on voit, par exemple, les chemins de fer français, les gares, développent dans les gares des espaces de coworking ou des espaces où vous pouvez louer une pièce pour travailler. On voit aussi des promoteurs immobiliers qui construisent des logements, mais qui réservent des étages pour du coworking ou des surfaces que vous pouvez louer, pas forcément parce que vous habitez dans l'immeuble, mais vous pouvez habiter à 200 ou 300 mètres de l'immeuble et votre entreprise va vous louer un bureau où vous irez 1 jour ou 2 jours par semaine. Toujours sur les questions de travail, on essaie de développer, alors c'est plutôt pour les start-upers, c'est plutôt pour les jeunes qui ont peu de moyens et qui ont un mode de vie très particulier, on essaie de développer des immeubles qu'on appelle coworking, co-living. Donc le co-living, ce sont des appartements qui sont partagés, qui sont de tout petits appartements, mais avec beaucoup de services. Et puis le coworking, c'est un millefeuille, vous avez un étage de co-living, un étage de coworking. C'est en train de se développer et c'est un très grand succès. Alors troisième item, les projets immobiliers qui sont souvent handicapés parce qu'il y a beaucoup de recours contentieux. Alors, il me semble qu'il y a 3 règles. Bon, en France, il faut savoir que tout le monde critique toujours les promoteurs immobiliers en trouvant qu'ils gagnent trop d'argent, qu'ils construisent des logements trop médiocres et que les collectivités ne savent jamais suffisamment les restreindre. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Il y a un énorme progrès et aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers en France qui construisent bien. Néanmoins, je pense que la première règle, c'est qu'il est totalement absurde d'aller construire des immeubles hauts et denses dans des quartiers d'habitat individuel. Bien évidemment, dans un quartier d'habitat individuel, les propriétaires ne veulent pas de voisins et ne veulent pas d'immeubles hauts, donc ils font des recours et en général en France, ils gagnent. Mais en même temps, on nous dit les logements sont trop chers, vous devez en construire beaucoup. La deuxième règle, quand même, c'est que si les promoteurs immobiliers ont quelquefois mauvaise réputation, c'est aussi parce que quelquefois, ce qu'ils construisent est assez médiocre. Il y a une chose qui me frappe beaucoup en France, alors peut-être que c'est la même chose au Mexique. En France, quand vous voulez acheter un logement, vous allez vous endetter pendant 30 ans, c'est-à-dire toute votre vie professionnelle. Et vous allez accepter d'acheter un logement qui est quelquefois très médiocre. Alors que lorsque vous achetez une voiture qui coûte beaucoup moins cher, si votre voiture vous est livrée avec une petite rayure sur la carrosserie, ça va faire un scandale national et toute la presse va en parler. Mais sur la question des logements, étrangement, les habitants acceptent des choses qui ne sont pas d'une grande qualité. Même si, encore une fois, de plus en plus, on voit se développer en France et en Europe des projets de très grande qualité. Et puis la troisième règle, me semble-t-il, pour les projets immobiliers, c'est que le développement de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la société du numérique fait que de plus en plus, nous allons construire des logements qui seront des logements connectés, notamment tous les logements qui sont à destination des personnes vieillissantes, et que peut-être que ce qui va permettre l'acceptabilité de projets immobiliers denses, c'est leur capacité à l'innovation et le fait que demain, moi j'ai une maison et peut-être que je vais me dire, tiens,
ce que j'ai entendu dire du projet qui se construit me donne envie d'aller y habiter. Donc je pense que plus les promoteurs seront innovants et plus ils seront, non pas expérimentaux, mais plus ils seront audacieux dans ce qu'ils proposent, et plus sans doute ils vont convaincre les habitants que habiter chez un promoteur, ce n'est pas forcément une grossièreté. Alors, avant-dernière chose, les touristes. Alors, donc on a presque 8 millions de touristes. C'est vrai que le développement de Airbnb est assez compliqué à Bordeaux, comme il est compliqué pratiquement dans le monde entier, parce que vous avez maintenant des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont acheté des logements et qui ne les louent que pour Airbnb. Ce qui fait que quand vous cherchez un logement, vous avez du mal à le trouver. Néanmoins, le développement économique de Bordeaux, aujourd'hui, qui n'est pas du tout une ville industrielle, il est quand même très largement dû aux touristes. Ce qu'il faut considérer, c'est que les touristes n'ont absolument pas tous les droits. Alors souvent, les touristes français, d'ailleurs, quand ils sont à l'étranger, ils considèrent qu'ils ont tous les droits. Les touristes, ce sont des citoyens temporaires, ce sont des citoyens provisoires. Ils ont les mêmes droits que les habitants de Mexico ou les habitants de Bordeaux. Et je pense quand même que pour les pays pauvres, les villes qui sont en déclin mais qui ont un grand patrimoine, avoir des touristes en quantité, c'est quand même une chance. Alors, dernier tout petit clignotant, mais il ne clignote pas encore, c'est tous les labels que Bordeaux a obtenu depuis 15 ans. Alors en 2015, Bordeaux a été qualifié de ville du bonheur. En 2016, ville préférée des Français. En 2017, Lonely Planet a estimé que Bordeaux était la meilleure destination touristique au monde. Donc finalement, tous ces labels, c'est très bien, on est très très fiers. À mon avis, il y a un risque. Le trop de labels, ça incite à la paresse, parce qu'on considère que ça y est, on y est. Ça incite à la vanité, parce que du coup on pense qu'on n'a pas besoin d'aller regarder ailleurs, et puis ça incite à la démesure. Nous sommes une petite ville, donc ce n'est pas nous qui allons accueillir les Jeux Olympiques. Donc je pense qu'il faut qu'on reste très bon dans notre catégorie. Tout ceci, ça renvoie quand même à des sujets qui sont des sujets d'aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler tout ce dont je viens de vous parler ? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de passer des alliances territoriales avec les petites villes et les villes moyennes qui sont autour de Bordeaux. C'est la seule façon d'arriver à régler les questions de logement, les questions de déplacement, les questions d'emploi. Mais à plus long terme, qu'est-ce que ça veut dire l'aménagement du territoire ? Je ne vous ai pas parlé des changements climatiques, je ne vous ai pas parlé des impératifs du développement durable, mais au fond, on sait tous que il va falloir d'une façon ou d'une autre que nous devenions des métropoles qui vont approcher la neutralité en carbone ou qui vont devenir des métropoles autosuffisantes en termes énergétiques ou autosuffisantes en termes d'eau, etc. Si vous prenez la ville toute seule, la métropole de Mexico ou la ville de Bordeaux, il est évident qu'en 2050, ni la métropole de Mexico ni la métropole de Bordeaux, toute proportion gardée, pourra être autonome en termes alimentaires. Évidemment que non. De la même façon que la ville de Bordeaux, Mexico je ne sais pas, mais enfin la ville de Bordeaux, elle ne pourra pas être neutre en carbone en 2050. C'est absolument impossible. Ou alors il faudrait raser la moitié de la ville et planter des arbres. De la même façon, je ne sais pas si Mexico pourrait être à énergie positive en 2050, mais il faudrait que vous ayez réglé le bâti ancien, les voitures, etc. Même si on est très optimiste, il y a peu de chances qu'on y arrive. Donc la seule façon d'y arriver, c'est de considérer qu'une métropole et une ville n'est pas une entité autarcique. En fait, la métropole, elle doit vivre avec son arrière-pays. D'ailleurs, elle a en permanence avec son arrière-pays des échanges. Et donc, aujourd'hui, l'arrière-pays, la campagne, ça ne vaut rien. Et moi, je pense qu'on va réussir à faire des métropoles équilibrées le jour où on aura donné à ce qui n'est pas construit une valeur immatérielle qui sera égale, peut-être pas supérieure, mais qui sera égale à la valeur des actifs de la ville bâtie. C'est-à-dire ce qui n'est pas bâti, ce qui est de l'ordre du paysage, de la nature, ça a autant de valeur que ce qui est bâti. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc finalement, de quoi on parle ? Là, au fond, on parle de 2050 et on se dit, la seule question que nous devrions nous poser, c'est comment allons-nous nourrir, soigner,
loger, éduquer, former 10 milliards d'individus en 2050. Et je pense que quand on parle des villes d'aujourd'hui, on doit absolument avoir cet horizon temporel, parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui, ce sont des décisions qui vont engager l'avenir. Si vous prenez l'exemple des transports en commun, est-ce que nous devons continuer à nous endetter dans des infrastructures de transport extraordinairement lourdes, qui sont celles du XXe siècle, pour transporter beaucoup de personnes d'un point A à un point B. On sait aujourd'hui qu'un tramway, par exemple, ça a un coût d'entretien extrêmement important. Est-ce qu'il ne faut pas décider qu'on met sur la recherche et le développement les milliards qu'on met sur les infrastructures traditionnelles pour se dire que demain, on aura une autre façon de se déplacer? Alors évidemment, c'est un risque. On risque de se tromper. Mais en fait, il y a une phrase en français qui dit que 100% des gagnants au loto, le loto c'est un jeu d'argent, ont acheté un billet. Donc on va bien être obligé d'acheter des billets pour 2050 en espérant que ce sera les billets gagnants. Je voudrais terminer par quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais qui est le devenir de l'actuel aéroport de Mexico. J'ai participé au workshop organisé par l'ambassade de France en début de semaine sur ce sujet qui est un sujet fascinant. Donc je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être assisté au compte-rendu de ce workshop. Alors je vais me permettre de donner un avis qui n'engage que moi. Si j'étais, mais je ne le suis pas, quelqu'un de très important à Mexico, ce que je ferais, c'est que je commencerais par choisir un chef de projet indépendant. Je me mettrai d'accord, État et Ville de Mexico, pour choisir un chef de projet. Et ce chef de projet, je lui demanderai de réfléchir à la préfiguration de ce que pourrait être le système de gouvernance qui va décider de l'avenir de l'aéroport de Mexico. Et donc je lui demanderai de faire 3 choses. La première chose, c'est de monter une société d'aménagement dans laquelle on trouverait la ville, l'État et puis tous ceux qui ont des intérêts à s'y trouver. Je lui demanderai de monter un conseil de surveillance, de transparence, dans lequel j'inviterai des gens de la société civile pour vérifier et évaluer la façon dont la société d'aménagement conduit les choses. Et puis je lui demanderai d'élaborer un cahier des charges. C'est quoi l'aéroport de Mexico, l'actuel aéroport de Mexico demain? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que l'État et la ville en attendent en termes de services publics, en termes de services privés, en termes de type de logement, etc. Et puis après, quand la société d'aménagement serait créée, je lui donnerai 3 conseils. Premier conseil, c'est de ne pas vendre en macro-lot à des promoteurs. C'est de lancer un concours d'aménagement de projets urbains. Et une fois simplement que le projet urbain sera connu et validé, à ce moment-là, de vendre sans doute certaines parties à des promoteurs, mais de fixer le prix auquel on vend aux promoteurs, de fixer ce qu'on appelle les charges foncières, c'est-à-dire de fixer le prix au mètre carré en fonction du programme, ce qui va éviter de vendre très cher à des promoteurs qui ne pourront pas réaliser le programme parce qu'ils auront acheté trop cher. Donc on vend au juste prix. Et ensuite, je donnerai comme conseil d'avoir la capacité d'encaisser les plus-values, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que l'État, la ville de Mexico, c'est-à-dire, j'imagine, en grande partie les contribuables, financent des aménagements dont d'autres vont profiter. Et donc, dernier conseil, parce qu'on le fait à Bordeaux et on le fait beaucoup en France, je pense que ceux qui vont acheter une partie des terrains, ils devront participer financièrement à la construction de tous les équipements publics de proximité qui seront nécessaires pour la zone. Quant au projet architectural lui-même, moi je ne suis pas architecte, je ne peux pas vous en parler, mais mon vœu, c'est que les architectes mexicains réalisent sur cet aéroport un projet qui sera la carte postale de Mexico en 2050. Voilà, je vous remercie. Alors, trois images très rapidement. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, ancien Premier ministre. Voilà l'état de Bordeaux il y a 20 ans. Donc vous voyez des voitures partout, un patrimoine en très mauvais état. Voilà quelques images du patrimoine bordelais en 1995. Voilà l'extension de la tâche urbaine, comme pour Mexico, comme pour toutes les villes européennes depuis 1950. Voilà nos lignes de tramway, 77 km. Voilà tout notre système de multimodalité, tram, tram-train, bus, vélo et bateau-bus, parce qu'on a un très large fleuve. Nous sommes la 2e ville française pour le développement du vélo.
Voilà notre tramway. Voilà des bicycletteries, des endroits où on peut stocker ses vélos sans se les faire voler. On est plutôt bon pour le tri sélectif des déchets. Voilà le jour où nous avons été classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Voilà un exemple d'immeubles restaurés et ravalés. Quelques vues de Bordeaux. La vue la plus emblématique de Bordeaux, les quais de Bordeaux, le miroir d'eau réalisé par le paysagiste Michel Corajou et le tram devant la place. Voilà la liste de nos labels, il en manque. Je passe rapidement. Voilà. Alors quelques images Bordeaux avant et Bordeaux aujourd'hui. Avant, donc la très belle place de la Bourse, qui était un parking. Aujourd'hui, avec le miroir d'eau. Avant, les bords de la Garonne. Aujourd'hui, toujours des voitures. Aujourd'hui, la place de l'Hôtel de Ville et la cathédrale à gauche. Aujourd'hui, avec le tram, vous voyez qu'on a été drastique pour la suppression des voitures. Voilà une petite place du centre historique avant. Et la voilà maintenant, c'est le paysagiste français Michel Desvignes qui l'a aménagée. Voilà une autre place. Elles étaient toutes comme ça, les places de Bordeaux avant. La voilà aujourd'hui. L'opéra, avant et aujourd'hui. Alors, oui, l'avant-dernière image, nous faisons beaucoup de concertations avec les habitants. On a un système de concertation qui est très adapté au type de projet, c'est-à-dire que nous faisons quelquefois de la coélaboration de projets, quelquefois de la concertation, quelquefois de l'information. Voilà une fête au bord de l'eau. Et alors maintenant, si vous m'accordez encore 2 minutes, je vous propose de regarder une toute petite vidéo qui est la vidéo d'Agora. Nous avons comme Extropoli une biennale d'architecture et d'urbanisme à Bordeaux. J'ai un film long de 12 minutes. L'idée d'Agora, c'est d'essayer de décaler le point de vue, de trouver des exemples, d'ouvrir le débat et de montrer que, d'une certaine manière, c'est plus les questions qui sont posées qui sont importantes que les réponses. Pourquoi Agora? Pourquoi la ville de Bordeaux a-t-elle voulu consacrer 3 jours à l'architecture, à l'urbanisme, au design dans notre ville? Agora, c'est très important pour Bordeaux parce que les thèmes concernent Bordeaux. Le fait qu'Agora prenne ces thèmes et qu'ils puissent être mesurés à l'aune d'une dimension internationale, c'est une manière effectivement de la faire vivre. Introduire de l'avenir dans cette ville ne manque plus de subtilité. On est au virage, à un virage très important de Bordeaux. C'est le moment où la ville va pouvoir s'éclater. L'Agora de Bordeaux a cet intérêt d'être très plaisante parce que c'est un lieu de rencontre. L'Agora est réussie quand le public s'en empare, quand les gens ressortent et ont compris quelque chose. C'est vraiment un moment extraordinaire. C'est un outil qui nous permet de mieux comprendre le monde, d'y trouver une place. Du point de vue de la pensée environnementale, qui devient écologiquement incorrect, c'est comme s'il lui a plaidé pour des faibles densités. La création d'Agora, elle avait pour objectif de permettre aux habitants de mieux comprendre la ville. C'est pas parce que je dis je suis une métropole que je suis une métropole. L'espace public, c'est une représentation collective. La rue est vraiment l'opposé de l'alcôve quelque part. Et moi je trouve que toute la construction contemporaine des couples, etc., est très liée à l'espace. Ceux qui viennent trouvent plus de questions en repartant que de réponses. Je crois que plus on se dirige vers le digital, plus on a besoin de ce côté physique. Il faut que la réglementation arrive à donner des principes, mais je ne pense pas qu'il faille légiférer sur le beau. C'est pas seulement un artiste, un architecte. Pour moi, un architecte, c'est une position politique. Dans toutes les villes du monde, il y a ce qu'on appelle le développement naturel. Comment adapter la mémoire du passé à la force de l'avenir? Le fait de le proposer de cette façon-là me semble à la fois intelligent et positif. La dimension culturelle et la dimension festive d'Agora prend une très grande importance. Agora est partout dans la ville. Il faut que tout ça bouge et c'est urgent. Qu'est-ce qu'on risque si on s'est trompé, c'est qu'on s'est investi? Donc ici, on est dans un monde optimiste. Il y a dans la croissance des villes des moments donnés où il faut s'autoriser à dire il y a un vide, ce vide, il faut le célébrer et le mettre en valeur. Ça y est, c'est parti, ça commence à exister. Voilà, merci beaucoup.